Après tout ce qu'on s'est dit depuis ce matin sur le potentiel du numérique, des retours d'expérience terrain, etc., on va essayer de prendre un petit peu de recul au travers d'une table ronde avec un certain nombre d'intervenants des filières que vous voyez là. Et avec eux, on va se poser la question de comment concrètement la filière peut prendre en charge tous ces sujets, et comment elle les prend déjà en charge, et comment on peut se projeter ensemble sur une adaptation de cette filière. Donc je vais commencer par appeler Daniel Sauvestre, qui est arboriculteur et viticulteur, président de l'ANPP. Daniel, juste avant de vous asseoir, un petit mot. Rappelez peut-être en une phrase ou deux, qu'est-ce que c'est que l'ANPP, l'Association nationale Pomme-Poire, et à quoi ça sert? Donc, l'ANPP, c'est une association qui a été créée en décembre 2008 et qui regroupe aujourd'hui un peu plus des 2/3 des producteurs et de la production de pommes et de poires de France, plus en pommes qu'en poires, avec 300 adhérents, la quasi-intégralité des organisations de producteurs, plus des producteurs indépendants. On peut vous qualifier de syndicat? Non, c'est une association économique, on y tient. Nous ne sommes pas un syndicat, même si nous sommes de plus en plus amenés à prendre la parole pour défendre des questions qui sont syndicales, mais on le fait aussi dans le cadre de la Fédération des fruits. Mais l'ANPP est une association d'organisation de producteurs et qui est une association économique. Super, merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir. Et pendant que vous vous asseyez, j'appelle Jean-Baptiste Ornon d'AXA Climate qui descend le long des marches. Et vous pouvez l'applaudir, pour l'encourager, pour éviter qu'il ne tombe. Et il est sympa. Il fait 2 marches à la fois pour arriver plus vite, c'est sympa. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes ingénieur agro. Oui, tout à fait. Formation, quelle école? Dijon. Mes parents sont à 10 minutes d'ici, j'avais les deux, donc je suis parti à Dijon, forcément. Ça marche. Et vous, donc, en tant qu'ingénieur agronome, vous travaillez chez AXA Climate. Donc il y a un intérêt pour des assureurs à embaucher des ingénieurs agro. Au plus, oui, énormément. Disons que pour pouvoir modéliser un risque, il faut le comprendre. Il faut avoir on peut faire n'importe quelle interaction qu'on veut avec des chiffres, mais s'il n'y a pas de signification derrière, ça ne veut rien dire. Donc AXA Climate, on travaille pas que pour l'agricole, on travaille pour l'industrie, pour des pays, pour beaucoup de choses. En fait, tout ce qui est mesurable avec le paramétrique finalement, et je pourrais y revenir après. Mais pour la partie agricole, forcément, il faut une expertise derrière, il faut comprendre ce qu'on modélise, il faut comprendre où est-ce qu'on met les seuils, notamment pour les assurances. Et pas que. Bon, on va revenir là-dessus, je vous invite à vous asseoir. Je vais demander maintenant à Vincent Mathieu, qui est ingénieur de recherche au CTIFL dans le Gard. C'est un peu une star, parce qu'on n'a parlé que de lui depuis ce matin. Donc Vincent, voilà, il faut des gens qui savent gérer la donnée et a priori, c'est votre taf. Disons que j'en ai plus acquis que géré, mais à partir du moment où on a des données, on essaye de les gérer. Donc effectivement, la mise en forme des données fait partie de mon travail et de mon activité. Bon, super. Je vous invite à vous asseoir et je garde le micro pour le passer au prochain intervenant, qui est donc Gilda. Alors moi je dis Gilda. Moi, je suis meilleur ami des mamans, donc on va rester sur Gilda. Gilda Guibert, vous travaillez jusqu'à ce soir chez Pink Lady. C'est ça. L'association qui gère cette variété particulière, voilà. Et qui, du coup, une variété emblématique, rose, on le voit d'ailleurs sur votre corporate jusqu'au bout. Donc avec cet autocollant. Donc j'imagine que cette variété spécifique à une organisation de production particulière, là aussi s'intéresse de près à son adaptation au changement climatique. Est-ce que c'est bien parti? On va pouvoir continuer à manger des pommes roses ou est-ce qu'il va falloir changer de On a une diversité de terroirs en France, en Italie, en Espagne. Un réseau, une association comme la NPP, un réseau fort de 3000 producteurs qui permet de s'adapter au changement climatique et puis aussi d'avoir un réseau fort de compétences pour penser et trouver les solutions de demain. D'accord, pas de problème d'acidité. On voyait ce matin que c'était un des sujets évoqués. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. On croise les doigts. Merci beaucoup. Et puis je vais proposer, last but not least, à pareil, Jennifer Lussan de Blue Whale. Jennifer, on s'est déjà présenté ce matin. Blue Whale, on le rappelle, 300 producteurs français, 270 000 tonnes de fruits produits en 2020, commercialisés dans 74 pays. Là, pareil, l'horizon est éclairci ou est-ce qu'on l'a vu? Il y a encore beaucoup de boulot à faire pour que les producteurs s'adaptent et utilisent des outils numériques sans dévoiler trop ce qu'on va dire derrière.
Il y a beaucoup de travail, mais l'horizon est prometteur. Bon, voilà, super. Voilà. Allez, installez-vous. Je change de côté pour pouvoir vous regarder en face, tous. Et j'ai une première question que je vais diriger vers Monsieur Sauvestre. Monsieur Sauvestre, voilà, au regard de tout ce qu'on s'est dit, de tous les enjeux qui ont été évoqués depuis ce matin, est-ce que vous êtes confiant quant à la filière, quant à la capacité de la filière à s'adapter? Et est-ce qu'on peut faire une petite prise de recul et voir avec vous quelles conséquences on perçoit d'ores et déjà du changement climatique et de son impact sur la compétitivité de la filière? Bon, la question est vaste, mais il se trouve qu'on a eu un séminaire avec un groupe de producteurs de l'NPP qui représentait les principales organisations et les régions de France. Et au mois de juillet, on s'est posé une question, on s'est dit, nous sommes en 2030, le verger de pommes et de poires a disparu en France, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui nous a permis d'essayer de regarder en face tout ce qui nous menace à ce jour. Et les menaces sont nombreuses. Menaces aléas climatiques, bien sûr, hein, puisque cette année, on a vécu un épisode de gel qui était extrêmement dur. Nous sommes à la 2e année de petite récolte en France et la 4e année la plus faible depuis 1991. Donc, aléas climatiques, c'est élément qui nous effraie, bien sûr. En plus de la climatique, il y a maladies et ravageurs, je ne vous le cache pas, qui sont liés sans doute à cette évolution du climat qui, on l'a vu tout à l'heure, amène à ce que des nouveaux parasites nous rejoignent. Donc une grande trouille vis-à-vis de maladies et ravageurs, d'autant plus que parallèlement à cette augmentation des risques, on a une volonté politique très claire qui est de dire vous devrez contrôler ces maladies ravageurs, mais on vous enlève tous les produits phytosanitaires parce qu'il faut vous en passer absolument. Donc on avait ce type de risque. Autre risque également, compétitivité, problème de main-d'œuvre, de coûts de revient spécifiques à la France, et on constate depuis 3 ans, ça a amorcé, le mouvement est amorcé depuis déjà longtemps. On était le premier pays exportateur de pommes au monde jusqu'en 2000, et on a progressivement perdu des parts de marché, mais ça s'est accéléré depuis 3 ans, et on est tombé en dessous 400 000 tonnes il y a 3 ans. On est remonté l'année d'après, mais là, on va sans doute tomber aux environs de 320 330 000, alors qu'on était à 700 000. Donc évidemment, tous ces paramètres... c'est parce qu'on produit moins ou juste qu'on est moins compétitif et on exporte moins? On est moins compétitif, et on a surtout des compétiteurs qui sont apparus et qui sont pas chers, des prix de revient bas, qui ont les mêmes variétés que nous, que ce soit la Gala, enfin, principalement la Gala, qu'elle soit ukrainienne, serbe ou française. On a de la peine à faire la différence. En tous les cas, le prix qu'ils proposent, eux, fait que nous sommes moins compétitifs. Donc tous ces éléments, on les a regardés en face, et donc passé la phase de déprime collective, hein, puisque quand on additionne tout ce qui peut nous mettre au tapis, évidemment, on peut se dire est-ce qu'on sera capable de surmonter? Donc évidemment, le parti pris, puisque les arboriculteurs de France sont extrêmement courageux et dynamiques, le parti pris, c'est de dire bien entendu, on ne peut pas renoncer et on ne peut pas se laisser aller à être victime de tout ce que je viens d'évoquer. Et donc on a un double parti pris. Un parti pris, vous évoquiez l'association qui pouvait être un syndicat. Alors, c'est pas un syndicat, mais pour autant, on a bien identifié le risque principal qui reste quand même un risque politique, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des pouvoirs publics, des réglementations qui nous accompagnent plus qu'elles nous mettent en difficulté. Donc, on a de la pédagogie à faire pour expliquer la réalité de notre métier, et on revendique d'avoir les mêmes moyens que l'on a dans le reste de l'Europe. Et puis, parallèlement à ça, on s'est dit, on va essayer de faire tout ce que l'on peut pour être influent. Et de l'autre côté, eh bien, on va essayer et on l'a vu toute la journée, essayer de faire l'inventaire et de toutes les initiatives qui se font dans les entreprises, dans les régions, au CTFA, à l'INRA, et essayer d'avoir un groupe projet à l'échelle du pays qui soit composé d'arboriculteurs et qui essaie d'avoir la claire conscience de tout ce qui est innovant et tout ce qui peut permettre justement
dépasser les difficultés que je viens d'évoquer et d'avoir une animation collective du réseau des membres de l'association, de manière à ce qu'il y ait une vraie stimulation de tous pour essayer de mettre en commun. Je crois que c'est Jennifer qui disait qu'il y a ce qui relève de la compétition entre entreprises et ce qui relève de l'enjeu collectif. Et donc, on a plutôt identifié que sur ces questions-là, on avait plus intérêt à partager, à essayer de s'enrichir les uns les autres des innovations et des solutions trouvées. Donc, on a ce côté extrêmement offensif sur deux aspects. D'un côté, de la pédagogie auprès des décideurs pour qu'ils nous accompagnent, et d'autre côté, essayer d'avoir, comme ça a été toujours l'histoire des arboriculteurs, essayer de dynamiser encore plus leur capacité à surmonter toutes les difficultés. Grâce au déploiement de solutions techniques, on l'a vu, Jennifer, tu disais que c'était un sujet pré-compétitif. Les travaux que vous meniez, même si c'était sur fonds propres ou j'imagine un peu de subventions publiques qui vous aident à porter de tels projets, les résultats ils seront open source et mis partagés au sein du groupe de travail évoqué par M. Sauvestre. Nous, donc déjà Blue Whale, on se doit, il me semble, d'être force de traction et d'innovation et d'être dynamique. En tant que leader, ouais. Voilà. Les résultats, bien sûr, en open source, c'est-à-dire on travaille pour la filière. Je ne pense pas qu'il y ait d'opportunité à contractualiser avec un fournisseur ou d'avoir une exclusivité sur ce genre de données. La donnée, elle va être précieuse pour tout le monde. Voilà, sur ce genre d'outils de cartographie, pour moi, il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui à le rendre exclusif. Gilda, est-ce qu'on partage cette vision au sein de Pink Lady, qui n'est pas tout à fait le même type d'organisation ? Oui, tout à fait. En fait, depuis toujours, en fait, Pink Lady s'est attaché à travailler en collaboration avec 3 pays, 5 landes, parce que les Espagnols, il y a des Catalans, des Espagnols, les Italiens, il y a le Sud-Tyrol et l'Émilie-Romagne. Donc c'est toujours difficile d'animer un collectif riche de diversité. Et puis c'est les gens qui sont, entre guillemets, concurrents en temps normal, mais les mettre assis tous ensemble autour d'une table pour collaborer et identifier et trouver des solutions, ça n'a pas toujours été simple, mais on y est arrivé. Et c'est peut-être aussi ça la force et une des solutions pour demain, quoi. On va y revenir, mais sur la façon de dynamiser les acteurs au sein de la filière et le rôle respectif des différents maillons. On a avec nous Jean-Baptiste Ornon, qui est le représentant, au moins ici, du secteur de l'assurance, en tout cas d'un assureur, parce que moi j'ai appris en préparant cette table ronde avec vous que AXA ne fait pas que des assurances ou des assurances paramétriques, qui était le sujet sur lequel je voulais vous interpeller. Je veux bien que quelqu'un lui donne un micro. Parce que dans ce contexte, on l'a vu encore une fois depuis ce matin, de risques grandissants, encore certaines incertitudes, et même si je sais que les deux termes ne sont pas synonymes, on va y revenir j'imagine. Quels apports spécifiques et limites du numérique en la matière, notamment pour l'assurance indicielle qui semble être un peu l'alpha et l'oméga, en tout cas tout le monde nous en parle en disant ça va peut-être être le vrai moyen d'aider l'agriculture. Alors, l'assurance paramétrique ou indicielle, effectivement, elle peut se développer parce qu'il y a de la donnée, parce qu'il y a de l'information et je vais quand même rappeler avant, le principe même, c'est non plus d'avoir un expert qui passe dans une parcelle après un aléa, qui va estimer le taux de perte, mais c'est d'avoir contractualisé en amont en disant, voilà, tel outil de mesure va être représentatif de votre parcelle. Quand il atteint tel et tel seuil, on considère, et on s'est mis d'accord là-dessus au contrat, d'après votre historique de données, que vous avez X ou Y niveau de perte. Donc, à partir du moment où on a des données, on peut faire cette assurance. Et effectivement, cette assurance, du coup, elle a quelques avantages que sont le fait d'être immédiat, parce qu'une fois qu'on a l'aléa, on a la donnée qui l'a mesurée, on peut aller très vite, en 24 heures, tout peut être réglé. Je parle en termes d'assureur, bien sûr, pas en termes de problème, hélas. Et le deuxième point très intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est entièrement modulable. C'est-à-dire qu'on peut... Entièrement modulable. Modulable, excusez-moi. C'est-à-dire que l'on peut faire varier les seuils, faire varier les choses que l'on mesure, etc. J'ai envie de dire un peu tout est mesurable et vraiment c'est quelque chose de très pratique. Mais contrairement à ce que vous avez dit, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Je m'y attendais un peu. À partir du moment où on arrive pour assurer, c'est qu'on arrive trop tard, c'est qu'il y a eu un problème. Et nous, on est convaincus, notamment avec le changement climatique qui arrive et les problèmes qu'on a pu déjà aborder là,
que ça va pas suffire. Donc il faut, nous on a beaucoup de services à côté, que sont les études de changement climatique pour voir au cas par cas qu'est-ce qui va arriver, comment vont évoluer les choses en termes de production, pour la filière aval en termes de sourcing par exemple. Est-ce que je vais encore pouvoir alimenter une usine? Est-ce que je vais devoir aller ailleurs? Donc là, je vous arrête. Vous êtes en train de nous expliquer que vous travaillez déjà pour des acteurs positionnés plus en aval dans la filière, pour leur proposer des scénarios, des études de projection climatique adaptées à leur situation à eux. Exactement. Et bien sûr, le pendant du producteur, pour lui, comment ça va se passer. Et surtout, la deuxième partie, l'aider à s'adapter, à devenir plus résilient pour qu'il n'y ait pas les pertes qu'on lui promet. Alors, bien sûr, on n'a pas la finesse à la parcelle, à l'arbre, comme on a pu le voir sur les instruments de mesure. Par contre, on a une approche d'assureur qui est statistique. Et effectivement, quand on vous dit, vous allez pouvoir alimenter, vous en tant que producteur, vous allez pouvoir faire X milliers de tonnes de pommes. Actuellement, enfin historiquement, vous le faisiez une année sur 2 ou 2 années sur 3. Et dans le futur, ça sera qu'une année sur 10. Derrière, on se dit, bon, il y a quand même quelque chose à changer. Il faut s'adapter. Et si vous faites telle et telle adaptation, vous rebasculez à une année sur 2 ou une année sur 4. Mais voilà, il y a des propositions. Et le dernier point, c'est de l'aide au financement pour mettre en place ces adaptations. Donc on voit bien que l'assurance, c'est le dernier maillon si la préparation en amont, l'adaptation, ça n'a pas suffi. Et nous, on se projette à 2030-2050. Donc je résume ce que vous me dites et après je passe la parole à Gilda qui a visiblement envie de réagir. Vous faites des études de projection climatique à l'échelle d'une filière d'approvisionnement pour un acteur situé en aval de la filière, que ce soit un conditionneur ou voire même un distributeur. Ça peut aussi être un producteur. Ou ça peut être un producteur. J'imagine que c'est pas un producteur, en tout cas c'est un gros producteur et on n'est pas à l'échelle de l'exploitation, tout à fait. Au moins en France. Derrière, des scénarios d'adaptation et ensuite vous appliquez un raisonnement assurantiel à un scénario d'adaptation qu'aurait choisi l'acteur en question. C'est pas forcément l'assurance, c'est pas forcément lié. Nous, on lui apporte, c'est une question de risque qu'on lui apporte, pas forcément une solution d'assurance. Bien sûr, il y a l'assurance paramétrique qui est pour maintenant, parce qu'il faut bien réagir maintenant, et c'est une solution, mais ce n'est pas la solution et ce n'est pas la seule. Cette assurance paramétrique, elle est déjà opérationnelle à l'échelle, là aussi, d'une exploitation ou on reste que à l'échelle d'un territoire ou d'un groupement de producteurs? Non, elle est aussi opérationnelle à l'échelle d'une exploitation. Après, nous, c'est notre structure qui fait qu'on va pouvoir s'adresser qu'aux grosses exploitations. On ne peut pas multiplier des milliers de petits contrats. Mais effectivement, on peut adresser à l'échelle d'une exploitation. Gilda, il y a déjà eu des tests d'assurance paramétrique chez Pick Lindy ou d'un producteur de Pick Lindy? Non, pas du tout. En fait, aujourd'hui, je parlais à l'échelle française, les arboriculteurs sont très peu assurés. C'est-à-dire qu'on s'est petit à petit détourné du système d'assurance, on va dire, traditionnel. Parce qu'aujourd'hui, le plus gros risque climatique en fait, de perte de récolte, c'est la grêle et le gel. Aujourd'hui, la majorité des vergers sont couverts. Vous pouvez demander à Jennifer, le taux de couverture au sein de chez Blue Whale, il est peut-être à 90% en filet et aspersion contre le gel tout autant. Et donc, il y a eu un défaut des assurances et on n'a pas attendu, on va dire, que les assurances fassent quelque chose pour... Oui, puis l'assurance ne remplace pas le produit, alors que le produit au sens la pomme ou le fruit en tant que tel, alors que le filet... Avec un peu de chance, il protège. Voilà, aujourd'hui, en fait, on a besoin d'éléments, on va dire, fiables pour sécuriser la production. Et aujourd'hui, il y a on va dire, un gap qui s'est créé entre les assureurs et les producteurs. Alors, Daniel pourra mieux en parler que moi. Il y a quelque chose qui est en train de se construire au niveau national pour compenser ou trouver des solutions sur des aléas climatiques nouveaux et phytosanitaires qui mettent en péril malgré les actions qui ont été engagées. Mais aujourd'hui, on va dire, on n'a pas attendu les assurances. Et je crois que le taux d'assurance des producteurs, il est de 3%, que je lisais l'article de Réussir là-dessus. Une réaction, et après on comprend que justement, c'est pas le même métier en fait. C'est pas que l'assurance, le métier de l'assureur. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. L'assurance n'est pas adaptée
ou n'était pas adapté. Ça répond pas beaucoup aux choses. Vous parlez de la grêle, typiquement l'assurance paramétrique. Il y a des stations qui mesurent la grêle d'après les taux de grêlon, d'après la force de l'impact. C'est un paramètre mesurable qui peut être spécifique à une assurance paramétrique, par exemple. Et quand on parle des protections, effectivement, et ça c'est ça qui est très bien, c'est qu'il y a des protections qui permettent de limiter le risque. Et nous, notre objectif, c'est d'arriver à la fin. Je prends un exemple contre la protection gel. Tout à l'heure, on parlait de protection, si je ne me trompe pas, il y a eu moins 4 ou moins 5 degrés qui a été protégé avec des bougies ou des choses comme ça. Oui. Quid quand il fait moins 8. Justement, nous, l'idée, c'est, comme je vous disais, on est le dernier maillon d'assurance et c'est ce que l'on veut être. On ne veut pas être un fonds de roulement. On ne veut pas arriver pour les petites choses. On est là quand il y a vraiment un problème. Dit autrement, si les solutions existent pour protéger jusqu'à moins 4, pas d'assurance. En revanche, la solution n'existe pas pour le moins 8, et donc c'est vous assurer, en tout cas l'assurance pourrait s'appliquer pour un phénomène plus extrême que celui qui est gérable par des solutions existantes. Tout à fait. Comme il y a des assurances grêle pour avant qu'on ouvre les filets par grêle, on est sur la fleur, on ne peut pas déployer les filets par grêle alors qu'on est en fleur, mais il y a un risque. Du coup, il y a des assurances qui existent pour justement ce risque-là de quelques jours au moment de la floraison où on n'a pas déployé les filets, quoi. Et ces assurances-là particulières, est-ce qu'elles sont plus déployées que les autres ? Ça commence à se déployer, ouais. Parce que là, il n'existe pas de solution d'alternative, on va dire, à cette prise de risque existante. Il y a des trous dans, ouais. Il y a un trou dans la raquette, quoi, au système dans le filet. C'est ça l'idée. Du coup, je reviens sur ce point-là, parce que moi, ça m'a interloqué quand on a préparé la table ronde. Vous n'assurez pas les choses qui sont sûres de se passer. Et tout à fait, c'est la définition de l'assurance, en fait. Oui, mais j'enfonce une porte ouverte, mais c'est pas si évident que ça. Un assureur, on assure que quelque chose qui est aléatoire, que l'on ne peut pas prévoir, c'est-à-dire un extrême. Et on voit les projections qui arrivent pour le climat futur, vraisemblablement, les extrêmes d'aujourd'hui vont devenir les normales de demain. Et donc ça, vous n'allez plus l'assurer ? Ce ne sera plus assurable. Parce que le principe même, c'est que personne des deux acteurs ne puisse anticiper le fait que ça va tomber. Sinon, ça serait un peu trop facile dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. De l'intérêt du personne des deux acteurs. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un alignement de connaissances entre les acteurs. Est-ce que, M. Sauvetre, les acteurs ont cette connaissance perçue, tangible, que chez eux, ça va se passer comme ça et que du coup, ce n'est pas assurable et que c'est pour ça que ce n'est pas assurable? Ouais. Non, mais la grande règle, elle a été dite par Gildas. En fait, au fil du temps, à chaque fois qu'il est possible de se protéger d'un risque climatique, il faut le faire. On a mis un certain temps à se protéger contre la grêle, mais aujourd'hui, bien entendu, il faut un filet plus qu'une assurance, parce que l'assurance, elle va couvrir le risque, elle va peut-être indemniser financièrement, mais on perd le client, on n'a pas le produit. Même chose pour le gel, on a besoin d'eau pour irriguer. En fait, l'histoire de l'arboriculture, c'est la protection concrète contre les aléas climatiques, et on voit bien que sans cesse, il faut aller un peu plus loin dans cette protection. Et c'est ça l'objectif. Alors, les pouvoirs publics ne s'y sont pas trompés d'ailleurs, puisqu'ils ont débloqué beaucoup plus de moyens cette année pour qu'on puisse investir avec des subventions à hauteur de 40-50% pour pouvoir acheter des tours anti-gel, des installations. Donc, en fait, le mot d'ordre, c'est protégeons-nous contre les aléas climatiques, et il reste le filet qui n'est pas ouvert et qui fait qu'on peut avoir une grêle. Donc là, il faut pouvoir couvrir ce risque, ou alors le risque indiqué par Jean-Baptiste, il a gelé à -10 malgré l'intégralité des moyens mis en œuvre. J'ai perdu ma récolte. Eh bien, s'il y a une possibilité d'avoir un filet de sauvetage complémentaire, il faut aller vers là. Mais bien entendu que la tendance, la quasi-obligation que nous avons tous, c'est de nous protéger autant que faire se peut de tous les aléas climatiques. Et là-dessus, d'ailleurs, on pourrait dire, puisque ce matin, Jean-François Berthoumieux, que je voudrais voir ministre de l'Environnement. Il faut absolument qu'il le devienne. Ça ne peut pas être autrement. Il faut qu'il remplace Madame Barbara Pompili, puisqu'il a dit des choses que je n'entends que de sa part, en disant il tombe trop d'eau à un certain moment, mettons-en de côté, on en aura besoin. Et si jamais on sait irriguer nos vergers en période sèche, il fera moins chaud en ville. Vous voyez, c'est ce genre d'évidence. Mais aujourd'hui, dans l'atelier 3, dans la thématique 3 du Varenne de l'eau, je pense qu'il serait excommunié. Ça vient tout doucement, ce type de... Donc, profitons-en. On est quand même ici devant des étudiants qui vont changer le monde demain. Donc, j'espère que quand ils seront au ministère de l'Environnement, ils feront changer le regard sur l'eau.
Pour faire changer le regard sur l'eau, il faut apporter des données objectives. Donc je recolle par cette transition un peu hasardeuse à notre sujet, mais quoique, pas si hasardeuse que ça, parce qu'il faut pouvoir démontrer, comme l'a fait Jean-François Berthoumieux, ces enjeux-là. Et donc pour ça, il faut de la donnée. Et du coup, je passe la parole à Vincent. Mathieu du CTIFL, que ce soit pour faire des études de projection climatique, que ce soit propre à un acteur particulier, hein, pas les macro-études qu'on a vues depuis ce matin. Pour faire ce type d'études, pour pouvoir déployer des solutions d'adaptation ou des scénarios d'adaptation, il faut des données. Est-ce que ces données, on les a concrètement? Est-ce qu'il est aussi facile que ça que de générer de la donnée appliquée à une situation particulière, à un acteur particulier, pour pouvoir faire en sorte qu'AXA Climate il fasse ses études et ses scénarios d'adaptation et, in fine, on l'a compris, puisse assurer ce qu'il est sûr ce qui pourrait se passer. Donc oui, les données, on les a où elles existent. Elles ne sont pas forcément toutes immédiatement disponibles pour les besoins qui sont évoqués. Donc dans la donnée, il y a plusieurs types de données. Il va y avoir la donnée du climat passé qui va donner un peu la tendance et savoir quelle est la pente ou quelle est la montée, quelle est la tendance liée au passé. Il y a toute la partie données de projection qui va permettre aussi de voir si cette trajectoire elle se poursuit et à quel moment on va atteindre certains seuils ou certaines valeurs et surtout à quelle échéance pour notamment les investissements, savoir quels peuvent être l'intérêt de l'investissement, si c'est pour 5 ans, 10 ans ou 15 ans que notre équipement va tenir. Donc ça, c'est plus lié à la donnée météo au sens large, donc passé et à venir. Après, il y a tout ce qui touche les données sur la physiologie de la plante. Donc là, je pense qu'il y a heureusement, une très grosse bibliographie de nombreux travaux issus de la recherche fondamentale. Mais ces données ne sont pas forcément toutes immédiatement disponibles, j'allais dire, pour demain les producteurs. Et surtout, elles n'ont pas forcément été converties en indices agroclimatiques qui permettent justement, si après on fait un lien avec les outils numériques, de fixer des seuils ou des alertes et puis de limiter un peu, pas de limiter, de mettre dans un espace ou dans une perspective soit des adaptations, soit des comportements de variété. On a vu ce matin Monsieur Charrier, je crois que c'était Guillaume, son prénom, qui présentait des modélisations concernant des phénotypes de châtaigniers, si j'ai bien retenu. Oui, c'était châtaignier ou noyer. Des phénotypes de noyer et donc les mettait en perspective des évolutions climatiques. Ben ça, ce travail, il y a une base de données existantes, mais il y a besoin de regrouper un certain nombre de ces données. Le CTIFL a prévu, dans le cadre de travaux financés par le ministère de l'Agriculture, de rabouter ces données et justement de mettre en phase ces indices agroclimatiques, de bien préciser toutes ces relations climat-plante qui ne sont pas forcément évidentes au jour J instant T, de savoir qu'au moment de la floraison, les seuils ils sont à tel endroit. Pour le gel, on a parlé ce matin, mais qu'au moment de la prise de la coloration, c'est d'autres seuils, que la régulation stomatique, elle est régie par un autre, que les besoins en froid sont régis par d'autres. Et là, il y a effectivement un travail à faire pour gagner de l'immédiateté, parce que souvent, les travaux, soit ça va être de la recherche fondamentale sur la physiologie, soit une mise en évidence du changement climatique, qu'on va illustrer. Il y avait le graphique, par exemple, sur les clémentines ou des choses comme ça. Et donc, il y a un travail, pas toutes les filières, mais sur les espèces fruits et légumes, on s'est assez peu approprié ce travail sur le changement climatique. Et il faudrait s'inspirer de la vigne qui a réfléchi avant. Je pense que la vigne, elle a réfléchi aussi parce qu'elle est très perturbée dans sa notion de terroir, à la fois par rapport à la typicité. Il y a des enjeux, à mon avis, financiers énormes si les terroirs perdent leur typicité et leur qualité de mais on l'a vu pour la mais on clémentine de s'approche Corse, doucement, oui, de toute façon, à partir du moment où on a des
des modifications et où il y a des seuils soit commerciaux, soit gustatifs, soit etc., ils seront menés à évoluer, enfin ces seuils, parce qu'ils sont chahutés par la nature et par le changement climatique. Jennifer, est-ce que justement l'enjeu de la création de ces indicateurs agroclimatiques, je ne sais pas comment les qualifier, en tout cas opérationnels qui engagent l'action, est-ce que ce n'est pas tout l'objet des travaux que vous menez avec cette cartographie, ce travail de monitoring, on pourrait dire même, des vergers? Nous, on s'en est clairement rendu compte. On ne va pas dire qu'au début, on ne savait pas trop vers où aller. Tout ça, on l'a appris au fur et à mesure. Mais la transformation en quelque chose de perceptible par l'agriculteur et de compréhensible, c'est hyper important. C'est le gros enjeu parce que produire de la donnée, mais pour ne pas savoir quoi en faire... C'est le fameux « so what ». Qu'est-ce que j'en fais? Exactement. Donc non, ça c'est une obligation et un gros enjeu dans l'accompagnement des producteurs dans cette exploitation de la donnée, quoi, parce qu'il y a plusieurs typologies de producteurs. On parle des producteurs en général. La nouvelle génération va peut-être savoir s'adapter et les agriculteurs français n'est pas juste constitué d'une nouvelle génération. Donc il faudra s'adapter à tous les profils et bien le gérer. Ouais. Gilda, est-ce que tu partages la même vision? Oui, complètement. Il ne faut pas que la donnée soit une source de charge mentale supplémentaire. En fait, aujourd'hui, les techniciens, les producteurs ont déjà une charge mentale conséquente dans la gestion de l'opérationnel au quotidien. Et Jennifer et Vincent l'ont très bien dit. C'est fondamental de digérer cette donnée brute et de la rendre accessible et adaptée au profil de connexion. On a tous un smartphone dans la poche, mais que je reçoive une notification qui me dise qu'il a plu, et voilà, et so what? Est-ce que j'ai une contamination? Est-ce que je dois traiter? Oui ou non? Donc aujourd'hui, c'est vraiment fondamental de travailler cette donnée, la recontextualiser pour vraiment objectiver une prise de décision et rendre la décision plus vertueuse et plus facile. Quitte à proposer différents scénarios d'action, je fais l'écho de ce qu'on a dit tout à l'heure sur les sciences participatives. Est-ce que j'ai besoin, moi, en tant que producteur, et je vous poserai la question du coup aussi, Monsieur Sauvêtre, parce que vous êtes le vrai producteur autour de cette table ronde, sauf erreur. Est-ce que vous avez besoin d'une solution toute faite qui vous dit quoi faire concrètement, mais qui du coup prend le risque peut-être plus de se tromper? Ou alors est-ce qu'une solution qui vous dit, un service qui vous dit solution A, solution B, et à toi d'adapter et de faire ton choix en fonction de ce que tu connais du terrain là tout de suite maintenant et de ta capacité à faire? On a quand même maintenant des outils d'aide à la décision qui sont très opérationnels. On parlait de la tavelure. Je crois que maintenant, le grand nombre d'exploitations pilotent avec la courbe de Mills sur RIMPRO, avec des stations météo partout. Donc, l'opérationnalité est quand même déjà bien en œuvre sur pas mal de choses. Le pilotage de l'irrigation, ainsi de suite. Non, ce qu'on a vu, c'est l'exploration de voies nouvelles dont évidemment, le paysan de service que je suis, j'ai toujours un peu de peine à voir le temps qu'il faudra pour qu'il y ait réellement une opérationnalité dans mon verger, que ça soit efficace. Alors, et je pense quand même que plus on a des approches complexes, plus ça doit être des approches collectives. C'est-à-dire que Jennifer, qui travaille dans cette magnifique organisation qui est mon premier patron à la NPP, Bluel, quelque part, on voit la force que représente un groupe, parce qu'on peut développer des moyens collectifs, faire de l'innovation, et puis, mais l'arboriculteur seul, il a relativement peu d'avenir au regard de la mise en œuvre, même si c'est un surdoué. Alors après, je reste sur Jennifer. Je pense que l'arboriculture, elle est destinée à être pilotée par des jeunes générations. Oui. Il n'y a pas tellement de choix, quoi. Hein, je pense que c'est un mouvement permanent. Bon, en revanche, on a vu encore les statistiques récentes. Vous avez vu l'inventaire. Hein, on perd des fermes, donc ça s'agrandit. Ça veut dire que de toute façon, il y a un mouvement de fond vers l'agrandissement des vergers, vers des organisations en réseau ou en coopérative ou en groupe, et qui permettent justement de se doter d'une technicité et d'un support pour l'agriculteur qui ne doit jamais être seul, quoi. Donc de toute façon, on est dans ce... Et moi, je vois chaque année un peu plus d'outils de la décision qui deviennent opérationnels. On a vu que dans la grande culture, les équipements sont beaucoup plus sophistiqués, mais maintenant, on commence à avoir des déclinaisons de ces équipements dans nos
petits tracteurs, mais qui permettent maintenant d'aller vers plus de précision sur beaucoup de nos travaux. Donc ce mouvement, il est continu, mais il nécessite un tel niveau de technicité qu'il y a une segmentation des métiers qui fait que l'arboriculteur tout seul, il ne peut pas grand-chose. Il y a une tendance à se regrouper, à travailler en groupe. Et Jean-Baptiste, dans ce travail de regroupement et d'élaboration de connaissances nouvelles, de production d'indicateurs opérationnalisables, est-ce que vous, dans vos études, vous travaillez à cela, ou est-ce qu'on n'est pas du tout sur le même type d'indicateur parce que ce n'est pas la même cible? Je pense qu'il y a un mot qui a été très clair, c'est simplicité. C'est-à-dire que nous, alors j'ai parlé d'abord pour l'assurance paramétrique et après pour les études. Pour l'assurance paramétrique, on a quelque chose qui s'appelle le risque de base. C'est de se dire, bon, j'ai fait une mesure qui n'a pas déclenché alors qu'il y a eu un problème. C'est-à-dire que j'ai raté ma cible. Vous donnez un exemple pour qu'on comprenne. Je donne un exemple. La station météo qui indiquait le gel indique 1 degré, donc on est en dessous du seuil de gel, et pourtant il y a eu des dégâts. C'est un risque de base. Ça arrive tout le temps. Et ça, c'est assurable ou pas? Le truc, non, attends, excuse-moi, juste le truc, le principe de notre travail, c'est de réduire ce risque le plus faible, au minimum possible, de manière à ce qu'on soit le plus juste possible. Le problème, c'est le faux négatif, quoi. Voilà, éviter les faux négatifs, exactement. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que pour réduire ce risque de base, il faut complexifier le modèle. C'est-à-dire que je prends plus juste la température, je prends l'humidité, je prends la durée, je prends l'ensoleillement après, je prends la pente, etc. Et au final, c'est pas accepté. C'est pas accepté parce qu'on devient tellement complexe que l'exploitant qui est en face nous dit « mais je comprends pas ton indice, et si je le comprends pas, je l'accepte pas ». Donc là, c'est pour ça qu'il faut retourner quand même sur des basiques et avoir des choses qui soient compréhensibles pour tout le monde. Ça, c'est pour le paramétrique. Et la deuxième chose que l'on observe, parce que ça c'est de l'observation, c'est pas nous qui le disons, on observe quand on fait nos études sur le changement climatique et donc nos conseils sur les adaptations, c'est effectivement nos clients sont très très friands de ce so what. Très bien, avec sa climate, vous m'avez dit, il va faire les étés, je vais avoir 40 degrés une année sur 2 au lieu d'une année sur 5, et alors ? Et donc, on a vraiment un gros travail à faire derrière pour dire, et d'où l'intérêt d'avoir aussi de l'agronomie et d'être en lien avec des experts qui vont nous aider à décortiquer ces valeurs, décortiquer ces seuils en termes physiologiques, même en termes économiques aussi sur l'exploitation. So what? Et alors, qu'est-ce que ça nous apporte? Et les gens nous le demandent continuellement. Et concrètement, vous avez des travaux engagés avec le CTIFL ou des opérateurs des filières en arboriculture? Alors, on avait échangé avec le CTIFL, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, sur les seuils de sensibilité en fonction des différents stades phénologiques. On n'a pas eu la chance de travailler avec des arboriculteurs pour l'instant, mais c'est quand vous voulez. Gilda, envie de travailler avec AXA Climate? Alors, en fait, nous, on a déjà engagé un partenariat avec les étudiants de Montpellier Supagro cette année, avec Sarah Jarfour qui est ici et Simon Moinard, sur la construction d'une plateforme où les producteurs pourront bénéficier de données météo spatialisées et après ajouter sur cette plateforme des indicateurs. Donc, on a créé un premier indicateur grâce à Vincent, ici présent, qui était un indicateur de coloration à partir des amplitudes thermiques jour-nuit pendant la phase préclimactérique. Dès le 15 octobre, c'est-à-dire presque un mois avant récolte, on savait Jennifer l'a très bien dit ce matin, quelle allait être la tendance coloration par bassin de production. Est-ce qu'il y a un point clé dans la commercialisation des fruits? Sur Pink Lady, oui, parce qu'on a une variété bicolore et donc la coloration est un paramètre très important du cahier des charges. Et de dégager une tendance en amont, ça permet d'objectiver une prise de décision, de réduire à toutes les échelles, aussi bien du producteur, identifier quels vont être ses besoins en main-d'œuvre, à l'échelle de la station, quels vont être les frais de structure nécessaires à engager en termes de palox, de logistique, de transport, de froid, et puis à l'échelle d'une filière. Ça va au-delà de Ping, à l'échelle d'une filière, ça va être quel budget promotionnel engagé, quelle stratégie marketing à engager en adéquation avec la réalité de terrain. Donc aujourd'hui, le numérique, je pense, peut permettre de vraiment réduire cette part d'incertitude pour mieux caractériser une récolte en quantité et en qualité.
Et tout ça dans un contexte où en plus il faut faire évaluer ces pratiques pour tendre vers des pratiques agroécologiques. Du coup, j'ai une question d'un participant que je vous pose, Monsieur Ornon. Jean-Baptiste, travaillez-vous à proposer une assurance de la transition agroécologique? Parce que quand je change de pratique, je prends des risques, et c'est probablement un des scénarios, dans les scénarios que vous proposez, il y a des scénarios d'adaptation à de l'arboriculture régénératrice. Je ne sais pas si ce terme-là existe, par exemple. On en parle beaucoup pour d'autres productions. C'est beaucoup de prise de risque parce que l'arboriculteur, en l'occurrence, change ses pratiques. Est-ce que ça, c'est assurable ou pas? Sachant que c'est pas forcément lié à un aléa climatique ou à un aléa tout court, c'est juste une courbe d'apprentissage. Est-ce qu'on peut assurer une courbe d'apprentissage d'un acteur opérateur de filière? Oui, enfin, nous, en tout cas, on le fait. Ah, scoop. Comment? Allez-y, nous, actuellement, on travaille justement là-dessus. Alors, pas en arboriculture, mais en l'occurrence sur la filière soja et la filière lentilles, où on a des clients qui disent, ben voilà, moi, je veux me lancer dans cette culture parce qu'il y a énormément d'avantages en interculture pour les sols, pour la résilience, etc. Mais du coup, je ne connais pas cette culture, je prends des risques, j'ai une courbe d'apprentissage à faire. Et nous, on a décidé de les accompagner et de travailler là-dessus. Parce que ça, on ne sait pas ce qui va arriver. Si je reprends votre raisonnement de tout à l'heure en disant, en gros, je n'assure pas ce qui est devenu la norme, la production de lentilles, ou en tout cas, ce n'est pas encore la norme pour cet acteur-là, donc c'est assurable? C'est un peu plus nuancé que ça. C'est-à-dire que nous, on sait qu'il y aura plus de risques qu'une culture classique. Il y a de fortes chances, excusez-moi l'expression, qu'on y laisse des plumes. Mais nous, ça nous permet aussi beaucoup d'apprendre sur cette culture, qui est justement émergente, et d'être à la pointe sur cette culture et de savoir, et d'avoir une vision beaucoup plus globale. Parce qu'après, derrière, ces groupements-là, on va les avoir aussi sur d'autres cultures, et on sait que si ils ont travaillé une culture intermédiaire qui protège leur sol, par exemple, ils seront beaucoup plus résilients au niveau global. Et s'ils sont plus résilients au niveau global, quand on va aussi les assurer pour leur blé, par exemple, leur blé sera plus résilient et on prendra moins de risques. Donc on va dire ça comme un investissement. Et j'en profite juste comme ça, on avance aussi en ce moment à travailler sur les sols. Et s'il y a des stagiaires qui sont très calés sur le sol, on veut bien des candidatures. On a parlé là du sujet d'assurance pour le déploiement de pratiques agroécologiques et de nouvelles cultures. Est-ce que à quand ça arrive en arboriculture? Est-ce que c'est un appel que vous lancez, monsieur? Non, mais j'avais une réaction un peu de prudence, que ça fait des années que, y compris l'INRA fait des travaux là-dessus pour dire, voilà, les arboriculteurs, quand ils se protègent de la tavelure, ils font des traitements préventifs, ils en font sans doute trop. Est-ce qu'il y aurait une possibilité, finalement, d'accompagner un comportement plus vertueux, qui ferait qu'ils seraient beaucoup plus prudents, qu'ils prendraient des risques? Et évidemment, si jamais leur prise de risque conduisait à un échec, il faudrait une assurance. Très franchement, je pense qu'on en parle depuis longtemps. Je ne vois pas comment c'est possible, comment on peut distinguer celui qui ne se sera pas levé le matin parce qu'il aura fait trop la fête la veille et qui aura de la tavelure, et l'autre qui aura pris un risque dont on peut considérer qu'il était légitime. C'est pas simple. En revanche, je l'évoquais à Jean-Baptiste, je pourrais pas en parler parce que je ne suis pas assez technicien, mais il y a ce projet aujourd'hui qui est porté par le député Frédéric Descrozaille, qui est soutenu par le ministère de l'Agriculture, avec un budget qui a été débloqué. On nous parle maintenant d'une assurance pour l'agriculture quasi universelle et qui aura les caractéristiques un peu d'une assurance de perte d'exploitation et qui couvrirait différents risques et qui ferait intervenir d'abord une franchise, ensuite la contribution d'assureurs privés, et puis quand les dégâts seraient trop importants, on aurait le fonds de calamité. Mais j'attends de voir l'opérationnalité de tout ça. Pour l'instant, moi je reste prudent sur l'idée qu'on puisse assurer une prise de risque qui conduit à un mauvais résultat parce qu'on aurait été trop loin dans la diminution d'utilisation de tel ou tel intrant. Une courte réaction peut-être sur même si ce n'était pas tout à fait l'ordre qu'on avait prévu, mais la place de l'État, parce que c'était un sujet qu'évoquait M. Sauvêtre, sur cette assurance vers une assurance universelle. Si, encore une fois, on colle sur le sujet numérique et qu'on applique ça à l'assurance indicielle, est-ce que ça va s'appliquer à l'assurance indicielle demain? Alors, pour l'instant, en tout cas, on n'a aucune subvention sur l'assurance indicielle. On fait 100, et pour le futur, comme dit M. Sauvêtre, j'ai envie de dire, on verra.
Pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ça va certainement rebattre certaines cartes. Mais j'ai envie de dire, nous, on n'est pas tant sur ce plan-là. On essaye beaucoup plus de travailler au niveau des filières, au niveau des groupements. Par exemple, vous parlez des pesticides il y a 2 minutes. On a quelqu'un qui nous dit, moi j'aimerais bien une assurance sur les SRP, donc sans résidus de pesticides, mes produits sans résidus de pesticides. Et alors, je ne dis pas qu'on a craqué le sujet et qu'on a tout de suite, clé en main, réussi à trouver un moyen d'assurer ça. Et c'est peut-être pas d'ailleurs l'assurance forcément la solution. Mais en tout cas, on y travaille avec eux et on essaie de trouver une solution pour... et on va... C'est-à-dire vous assurez le risque de déclassement si jamais il y a effectivement des résidus de pesticides? Ou c'est le risque pris parce que je veux tendre vers du zéro résidu et donc... C'est plus, on essaye plus dans un schéma en disant je réduis mes produits, donc vis-à-vis des maladies, je prends plus de risques. C'est plutôt, et donc après j'ai des pertes. Comment je peux assurer ces pertes? Mais on va peut-être aussi essayer d'avoir d'autres leviers, d'autres aides, et peut-être que plus l'assurance, parce qu'effectivement on nous attend tous sur l'assurance, c'est plus la gestion du risque de manière plus globale que l'assurance en elle-même. Si on revient sur le sujet numérique, on l'a vu là, donc il y a pas mal d'outils qui arrivent sur le marché. Certains sont déjà déployés, mais il reste encore à faire, j'imagine, pour embarquer un ensemble de producteurs. Comment vous qualifiez, vous, l'intérêt des producteurs pour ces solutions numériques visant à l'adaptation aux aléas et à long terme au changement climatique? Est-ce que ça suffit de dire ça pour qu'il y ait une appropriation, ou est-ce qu'on peut imaginer que ces outils numériques ils servent aussi à créer de la valeur en termes marketing, RSE, parce que qui dit plus d'outils dit plus de traçabilité, ce qui semble être un gros sujet pour beaucoup de consommateurs. Jennifer, par exemple. Oui, ils vont servir à créer de la valeur. Donc, forcément, comment dire, avec ces outils, on va rentrer dans de la finesse, de la justesse, de la précision, de gestion de paramètres où il y aura forcément des sortes d'économies qui vont être réalisées. Ensuite, la création de valeur, elle se fera par l'impact positif, on va dire, qui va être généré par l'utilisation de ces outils. Plutôt que de se dire, je vais limiter cet impact négatif sur mes cultures, grâce à ces outils, je vais générer un impact positif et ça, derrière, ça va se valoriser. Donc, voilà, nous, on le voit clairement comme ça. Après, oui, le numérique va générer de la création de valeur sur toute la filière. Monsieur Sauvêtre, est-ce qu'on imagine demain que des arboriculteurs, grâce à ces outils déployés, encore une fois, à des fins d'adaptation au changement climatique, génèrent de la donnée et donc permettent de justifier d'autres bénéfices rendus par l'arboriculture, je pense en termes de biodiversité, de carbone? Est-ce que ces sujets-là deviennent des sujets prégnants pour des fédérations de producteurs, ou est-ce qu'on est encore un peu dans des concepts? Non, je pense que c'est la marche continue de l'innovation, et aujourd'hui, c'est l'enjeu de compétitivité. Il passe par la capacité à plus de mécanisation, plus d'outils intelligents, plus d'outils de décision. Cette marche, elle est permanente. Alors, je m'interroge sur la question de la valorisation. Moi, je vois plus comme un outil de performance, d'efficacité, plutôt dans le de d'abaissement productivité. des coûts de production plutôt que de valorisation pour d'autres rester qualités. dans la compétition, puisque cette compétition à l'échelle du monde, elle est partout. Donc pour être dans la course, eh bien, il faut être à la hauteur de ce que la technologie permet à un moment donné, de la maîtrise des données, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment l'élément de l'efficacité, de la productivité. Après, ce que cela donne en traçabilité, oui, forcément, de là à le valoriser, vous savez, souvent je dis, on peut avoir une extrême perfection en termes de traçabilité, puis il suffit d'une décision qui interdit au 1er janvier l'utilisation d'un sticker sur une pomme, et d'un seul coup, votre message de traçabilité, il arrive au rayon, il disparaît. Donc vous avez fait un trésor de prouesses pour arriver à amener une variété sur l'étal, et puis finalement le consommateur il ne saura pas de quoi il s'agit, parce qu'on aura enlevé la possibilité de l'indiquer. Vous voyez, donc moi je le vois comme une absolue nécessité pour notre métier comme pour d'autres. Là en ce moment on a avec la FIDEM, c'est une interprofession qui travaille sur le fruit à destination
de la transformation, la partie qui n'est pas vendue en frais. Et on a embauché une jeune ingénieure dont l'objectif pendant 18 mois, c'était de faire l'inventaire à l'échelle de la planète de tout ce qui se fait en termes de vergers mécanisés, d'outils. Donc, et quelque part, tout ça va tomber dans le lot des recherches que font les uns les autres et qui est notre marche avant pour essayer d'être au top de ce qui peut être fait. Mais la valorisation, c'est autre chose. La valorisation, c'est du marketing de mon collègue, la Pink Lady. Ça c'est de la valorisation tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'on vend du rêve, on vend une image, mais il faut apporter des valorisation, j'y vois pas j'y vois pas vraiment cette notion de valorisation. J'y vois vraiment un outil d'efficacité, de productivité. Alors, est-ce que je me tourne vers Gilda et Vincent. Est-ce que vous aussi, vous percevez le déploiement du numérique comme seulement un moyen de s'adapter à ce qui va nous tomber dessus et d'optimiser la productivité et donc les coûts de production? Ou est-ce que Pink Lady, par exemple, pour enrichir son territoire de marque, apporter des preuves à son discours éco-responsable, a besoin de ces données et revendique des indicateurs agro-environnementaux auprès de ses clients? Oui, les deux, tout à fait. En fait, aujourd'hui, le numérique peut permettre de remonter de l'information, de mieux identifier les actions mises en place vertueuses par les producteurs et de faire de la communication dessus auprès du grand public. Là où je veux en dire, c'est que conceptuellement, on l'imagine, mais est-ce qu'aujourd'hui, et sans vous jeter la pierre, c'est quelque chose qui est déployable par Pink Lady, par exemple, qui peut se le permettre parce qu'il y a une très belle marque et donc, du coup, de la valeur derrière? Est-ce que ça, c'est déjà acté ou est-ce que ça reste une ambition? C'est une ambition en cours, on y travaille. C'est assez difficile. En fait, aujourd'hui, les producteurs ont énormément de données et il faut la fiabiliser et la structurer. Parce que si on remonte, je sais pas, j'entendais dire à Big Data, Big Mess, si on ne structure pas un peu cette donnée, on n'en fait rien. Si on donne, entre guillemets, excusez-moi du mot, de la merde à bouffer à notre base de données, on n'en fera rien. Donc aujourd'hui, le gros défi, il est vraiment de structurer la remontée de données, la fiabiliser et après de produire du contenu auprès du grand public pour témoigner en fait des efforts qui sont faits par l'ensemble des parties prenantes de la filière pour aller vers une production plus vertueuse. Mais j'imagine que pour que l'agriculteur, l'arboriculteur en l'occurrence, ait intérêt à investir dans un outil, le déployer, partager ses données, c'est pas que pour faire remonter de l'info à sa filière et aux consommateurs in fine, il faut que ça lui serve à quelque chose. C'est comme la blockchain en fait. On a travaillé dans le passé sur la blockchain où finalement c'était à sens unique, c'est-à-dire on avait une notion de transparence totale vis-à-vis du consommateur et vis-à-vis du grand public, mais il n'y avait aucun retour au producteur. Donc il faut que ce soit aussi donnant-donnant, que le producteur ait un intérêt et que ça lui permette de progresser. Et aussi et surtout, je pense que les producteurs en fait sont accompagnés par des techniciens, par des services techniques, et c'est justement cette information-là qui a besoin d'être bien intégrée par les services techniques pour être digérée et mise à disposition des producteurs. Donc je pense que au-delà de toutes les technologies, le rôle fondamental, c'est le cerveau en fait. La solution, elle est dans les limbes de nos ingénieurs et de nos experts des centres expérimentaux et services techniques. C'est eux qui ont la solution pour interpréter cette donnée et pour la mettre à disposition des producteurs. J'insiste là-dessus pour qu'on puisse interpréter de la donnée, encore faut-il en avoir, et donc que l'agriculteur ait renseigné des outils. Comment on fait en sorte que l'agriculteur ait intérêt à renseigner des outils ou à déployer des capteurs qui génèrent de la donnée enregistrée automatiquement? Oui, pour compléter, actuellement, la donnée, elle est elle est technique et j'allais dire très technique. C'est-à-dire qu'après, elle n'est pas forcément communicable immédiatement au grand public parce que derrière, ce matin, vous avez traduit quelques termes ou expliqué quelques termes, pas forcément traduit, expliqué quelques termes. Si on est sur la croissance du tube pollinique, la fécondation, etc., ça, pour le commun des mortels, ça peut pas trop parler. Donc, on est quand même sur des choses techniques et après, qui, à l'heure actuelle, vont être plus utiles en termes de communication pour dire, voilà, on réfléchit nos travaux, nos applications, la conduite de nos vergers, mais c'est pas directement lisible par le consommateur. Après, juste pour compléter également, le principal intérêt du numérique, c'est la donnée en temps réel
Et ce que je disais, cette donnée mise en perspective, soit par rapport à des seuils, soit pour des choses plus simples. L'indice coloration, ça va être mauvais, normal, enfin, ou moyen ou très bon, mais déjà c'est une information pertinente et qui permet de faire quelque chose. Oui, et puis qui est intelligible par l'agriculteur en plus. Il sait quoi en faire. Et après, qu'elle soit intelligible. Ça c'est vraiment vital, c'est-à-dire la réception en temps réel qui permet, notamment avec le changement climatique et des variations très rapides du climat, de pouvoir s'adapter rapidement et mettre en place des actions correctrices rapidement. Et puis effectivement, sa fiabilité, que ce soit pré-mâché, ça peut être vrai pour une information de température, pour une image d'insecte. Si on sait directement que c'est un carpeau, c'est toujours du temps de gagner. Et ça, l'agriculteur sera intéressé par cette information-là et ça justifiera du coup le travail qu'il aura à faire pour collecter, produire cette donnée qui génère cette information en retour. C'est là où je veux en venir depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que, notamment quand on parle de traçabilité, on se gargarise ça donnera l'information consommateur, mais encore une fois, quel intérêt a l'agriculteur à renseigner dans un outil les pratiques qu'il déploie et pour rendre des comptes sur des choses qu'a priori il fait bien, en tout cas c'est comme ça qu'il le perçoit. Est-ce que Jennifer au sein de Blue Whale ou Monsieur Sauvêtre, vous avez déjà ces retours terrain qui vous disent mais attends, moi j'ai autre chose à faire que de renseigner des outils sous prétexte que Pink Lady, Blue Whale ou leurs clients me le demandent? Il y a quand même de nombreuses exigences de la part des cahiers des charges clients ou, on va dire, référentiels. Donc, les agriculteurs, déjà, doivent renseigner déjà un bon nombre d'informations. On est dans l'obligation. Donc, non, après, les agriculteurs, s'ils comprennent pourquoi ils le font et qu'ils voient l'enjeu et l'intérêt, ils le feront. Enfin. Oui, et puis à terme, vous employez à le mon futur, avis, c'est ça qui est intéressant. T'emploies le futur, c'est-à-dire que c'est pas encore le cas aujourd'hui. Pour moi, on parle de l'agriculteur, mais est-ce que l'agriculteur demain va devoir alimenter tout ça? Est-ce qu'on va pas connecter une quantité d'outils entre eux pour alimenter des modèles? Est-ce que la consigne au champ, ça sera l'agriculteur qui va l'amener, ou est-ce que un robot va être connecté via des capteurs hyper intelligents qui vont lui dire là il fait telle météo, il y a tel problème qui arrive en verger, voilà ton action. Est-ce qu'au final l'agriculteur sera maître de tout ça? Je suis pas. Enfin, si on pense à long terme, quoi, voilà. Non, je vais donner l'exemple peut-être d'une organisation comme l'ANPP où l'arboriculteur qui donne de l'information, puisqu'on demande à chacun de faire une prise de récolte, ensuite d'avoir un suivi de ses stocks, de donner les informations également aux OP sur des prix du départ où tout ça est anonymisé, et quelque part on élabore une base de données qui permet de donner à chacun dans le pays un outil de pilotage qui lui permet de se situer et de savoir quel est le contexte et comment il va pouvoir valoriser. Là-dessus, on est toujours en progrès et on a besoin d'aller beaucoup plus loin. Et là, on peut attendre justement que nos prises en récolte qui sont sans trop se vanter par rapport à ce qui se fait dans le reste de l'Europe, on n'est pas si mal, mais qu'est-ce qu'on aimerait avoir des outils qui permettraient d'avoir plus finement et exactement ce que vont être les récoltes, parce que le marché dépend de cette connaissance que l'on a, de ce que va être le rapport offre-demande. Donc là, le numérique nous apporte énormément. Et puis, l'arboriculteur qui remplit son cahier de culture, eh bien, quand il est dans un groupe, ça permet d'avoir, pour celui qui a cette information, justement, voir un peu les écarts types, voir pourquoi ici ça s'est passé comme ça, et donc finalement, ça devient un groupe de progrès. Donc, du côté du partage de l'information, là, le numérique nous emmène sur des territoires tout à fait extraordinaires. Je prends l'exemple de la période de gel que nous avons vécue. Gilda devait être connecté lui aussi, spontanément, les arboriculteurs qui vivaient nuit après nuit le gel sur tout le territoire ont ressenti le besoin d'avoir un groupe WhatsApp, et donc les échanges commençaient à 11h le soir, se terminaient à 10h le matin, et on avait la température qu'il faisait du nord au sud, de l'est à l'ouest, et puis avec les conseils des plus expérimentés qui disaient: je viens d'allumer les tours, qu'est-ce que tu fais avec les bougies? Et donc finalement, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un outil d'abord qui donnait de la solidarité au groupe Arboriculteurs de France, mais qui donnait aussi, qui devenait un outil de progrès, parce que ce genre de benchmarking permanent ou de partage d'expérience faisait que tout le monde affrontait le gel avec plus de courage et de possibilité de s'en sortir. Vous voyez, donc ça, c'est à l'infini.
Gilda, est-ce qu'au sein de Pink Lady, ce type de groupe de progrès, je crois savoir que vous déployez des outils numériques qui facilitent la comparaison entre arboriculteurs. Oui. Est-ce que c'est quelque chose, on est encore au début de l'histoire, ou c'est quelque chose qui vient vraiment maintenant C'est vraiment opérationnel, déployé à large échelle, ou est-ce qu'on est encore sur des phases pilotes? Donc on est vraiment en cours de déploiement, donc avec notamment la plateforme que les étudiants ont pensé à partir des partenaires, enfin des enquêtes qu'ils ont menées auprès de producteurs, techniciens, chercheurs pour constituer en fait le cadre de la plateforme et les indicateurs à développer en fonction des profils de connexion. On s'est aussi rapproché de la société FarmLeap pour centraliser tout ça à une échelle européenne, avoir un outil multilangue. Et aujourd'hui, la force du numérique, c'est qu'on peut, plutôt que de demander à chaque producteur d'aller interfacer via une API son station météo, on peut aller acheter de la donnée météo spatialisée, alors avec une échelle de 10 km ou 1 km. Que ce soit de la donnée mesurée ou de la donnée modélisée? Voilà, exactement. Il y a quelques fournisseurs dans la salle? Pour les indicateurs, premier indicateur qu'on a construit avec Vincent, la donnée météo spatialisée était amplement suffisante. Et l'indicateur qu'on a construit était, pas dire binaire, mais presque. C'était est-ce qu'on est sur un niveau de coloration rouge, vert, jaune, quoi. Voilà, exactement. C'était rouge, vert, un jaune. fleu tricolore. Défavorable, favorable ou correct. Et ce qui est important aussi, c'est la notion de partage, en fait, que le producteur puisse, en quelque sorte, se comparer aux autres et se resituer dans un contexte. Et l'accès aussi aux techniciens qui l'accompagnent, il est fondamental, parce que le technicien, il connaît l'historique du producteur, il connaît la pression locale, il sait comment le producteur travaille. Donc le rôle du technicien qui accompagne les producteurs, il est fondamental dans aussi l'aspect recontextualisation de la donnée, quoi. Vincent, on vient d'évoquer cet intérêt au partage de la donnée, cette recontextualisation, je vous challenge un peu, parce que là, vous nous racontez une belle histoire, mais dans les faits, c'est vrai. Est-ce qu'il y a réellement une véritable appropriation par les arboriculteurs et les filières de ces outils numériques? Est-ce que dans les faits, il y a effectivement du partage de données entre des éditeurs de logiciels, des organismes de producteurs? Je vous pose la question à vous pour ne pas mettre en difficulté les uns et les autres. Mais est-ce que dans les faits, vous voyez des outils adaptés au terrain, déployés concrètement et pris en main par les arboriculteurs et leurs conseillers? Alors après, sur tout ce qui est outils numériques, capteurs, on est finalement sur des choses qui sont jeunes. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, la batterie d'outils disponibles était beaucoup plus réduite. Donc du coup, il faut déjà un peu de temps pour que ces outils se déploient. Après, il peut y avoir une séparation entre la donnée, on va dire, qui sert à la conduite du verger à la fois annuellement presque, ou même à la semaine. Celle-là qui est peu partagée, et après des données, sondes, les capteurs, les données qui sont propres à la parcelle, quoi. Ce matin de dendromètre, ou de sondes capacitives, etc. Ça, c'est utilisé potentiellement, mais peu partagé. Et c'est peu partagé. Et après, il y a des données qui sont déjà centralisées, des données de stations fruitières, où là, il y a déjà des bases de données, mais à usage interne. Ensuite, après, pour le partage des données et le plus large, et sur des données qui peuvent parfois paraître pas futiles, mais difficiles à partager avec les autres, je pense que il y a sûrement des progrès à faire en termes d'interopérabilité. Merci. Entre logiciels ou entre outils, puisque l'outil en soi, il renvoie sur un logiciel ou sur une base de données. C'est de moins en moins vrai, mais je parlais il y a 4-5 ans sur les premiers capteurs. Des fois, il fallait se battre un peu pour récupérer ces données sous format texte. C'est de moins en moins vrai. Et après, il commence à apparaître des outils intégrateurs qui vont permettre justement de récupérer un peu des torchons et des serviettes pour en faire un beau costume. Et ça, c'est un peu le début. Et puis, il y a tout un travail à faire sur l'indicateur. Probablement, l'indicateur de base, c'est la parcelle qui permet de ramener à toute une série d'informations techniques, à ramener aux fruits et puis aussi aux consommateurs. On parlait de traçabilité. Et là aussi, des fois, les éditeurs de gestion de parcelles, des fois, traînent un peu les pieds pour rendre disponibles les données. Donc là, il y a tout un travail, et qui est
à la fois un peu complexe parce qu'il peut y avoir dans certains cas des notions de propriété intellectuelle et puis chacun peut être amené à défendre son produit et donc ça évolue petit à petit et je pense que c'est aussi plus les outils vont être portés et vont se développer, plus ça va générer de flux à la fois de données mais aussi de flux financiers et permettre aussi ce partage et cette mise à disposition parce qu'il y aura des moyens pour développer les outils à la fois d'intégration et de concaténation. Jennifer, sur des outils de traçabilité des pratiques agriculteurs, tu disais qu'il y avait des demandes aval extrêmement fortes, enfin des demandes issues de l'aval extrêmement fortes en termes de cahier des charges, de remontée de données. Du coup, les outils sont concrètement déployés. Il y a des outils de traçabilité déployés chez les arbos. Ils sont tous obligés de dire ce matin, j'ai passé tel phyto à telle heure. Et ils le tracent dans un outil numérique. Alors oui, nous à Bluewell, on a un logiciel interne qui, avec, on va dire, la complexité du contexte, commence à toucher un peu à ses limites. Mais oui, les producteurs sont dans l'obligation de renseigner l'ensemble de leurs pratiques, d'être transparents. Pas de cahier de culture sur un papier, ils ont tous... Non, c'est via un logiciel interne, mais l'idée à terme, c'est d'essayer de développer au sein de Bluewell un type d'outil, comme vient de parler Vincent, qui centralise l'ensemble des informations du champ jusqu'au consommateur et qui marque toute cette traçabilité. Oui, non, là, tout est renseigné via du numérique, mais on peut encore sur 100% faciliter. Des parcelles et 100% des agriculteurs. Et par contre, par rapport à... Donc là, je pense que tout le monde pourra en parler, mais lors d'un contrôle, on est obligé de ressortir l'ensemble des cahiers culturaux, même si numérique, on est obligé de ressortir l'ensemble des documents. Aujourd'hui, est-ce que la distribution, notamment pour les cahiers des charges clients, ne peut pas recouper quand les cahiers des charges sont redondants et se ressemblent beaucoup? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une sorte de plateforme commune ou autre pour avoir accès à tous ces documents, limiter l'effort, parce que l'effort administratif, il est considérable. Donc voilà, je pense que nous, on doit améliorer notre système interne, on peut toujours mieux faire. Je pense que dans l'aval, ils peuvent aussi essayer d'améliorer leur manière de faire. Voilà. Gilda, tu voulais peut-être réagir sur l'enjeu de transparence aussi entre acteurs Oui, fondamentalement, le partage de données, il est important à l'échelle entre le producteur et puis les partenaires qui l'accompagnent, sa station de conditionnement, son distributeur agréé. La notion de transparence, elle est fondamentale parce que dans la rémunération du producteur, ce qui le fera progresser, s'il est payé à sa juste valeur, que c'est la qualité qui est rémunérée, il va engager des moyens pour avoir un outil plus performant et plus vertueux. Donc ça, c'est la notion de transparence, elle est hyper importante. Il y a aussi une notion de confidentialité aussi de données, avec qui on les partage et comment on les partage. Là, cette année, nous, on l'a vu à l'échelle de Pink Lady. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir, entre guillemets, des rythmes de cueillette à la semaine, pour voir où est-ce qu'on en est de la récolte et comment on peut caractériser la récolte, c'est-à-dire en fonction des données météo qu'il a eues et des volumes récoltés, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc là, on a déployé une solution, ils sont là, ils me voient, c'est 2 petits jeunes de chez Pomaflow, et une solution de suivi traçabilité. Et la notion de confidentialité était hyper importante. Moi, j'ai pas besoin de savoir que Jean-René, dans le Val-de-Loire, a ramassé du 3 kg à l'heure. À l'échelle du bassin de production, ça me suffit de savoir qu'on a ramassé 40% du potentiel avant les grosses pluies du 15 novembre. Donc, à une échelle marketing, on peut dire que si je veux faire du marché anglais ou du premium, il vaut mieux mobiliser des moyens sur ces volumes-là plutôt que sur des volumes du sud de l'Italie qui ont pris du 400 mm. Donc la notion de confidentialité, elle est hyper importante. Donc il y a tout un enjeu de gouvernance de la donnée, de principe de consentement. Là aussi, des gens dans la salle, à mon avis, auront des choses à vous dire à l'issue de nos échanges. Cet enjeu de gouvernance, de qualité, de certification de cette donnée, transition parfaite, parce que je crois savoir que Jean-Baptiste, c'est un gros sujet aussi pour vous de pouvoir démontrer que les études que vous produisez et que les assurances que vous déployez et que les scénarios, on l'a compris, parce que c'est études, scénarios, puis après assurance, tout ça s'appuie sur des données qui sont certifiées, certifiables, fiabilisées par des acteurs. Mais alors qui, quoi, quand, comment ?
Alors, tout à fait. Je vous ai parlé tout à l'heure du risque de base, qui est un des problèmes. Le deuxième, c'est la fiabilité du capteur, bien évidemment. Alors, je parle pour le paramétrique, pour la partie assurantielle. La fiabilité du capteur, bien évidemment, si on mesure sur une période pour le gel de printemps, on va dire de mars à mai, et qu'en plein milieu d'avril, le capteur est mort, ça va poser un gros problème quand même. Et la troisième chose, c'est aussi le fait que je ne puisse pas tricher et que le client ne puisse pas tricher non plus. L'impartialité, excusez-moi, je cherchais le terme, l'impartialité de la donnée. C'est-à-dire que moi, en tant qu'assureur, je ne peux pas mettre en place mon propre réseau de stations météo. Parce que si jamais un jour il y a un conflit parce que j'ai pas déclenché l'assurance alors qu'il y a eu des dégâts parce qu'on a dit tout à l'heure risque de base, oui, vous seriez considéré jugé parti. Tout à fait, je suis jugé parti, donc conflit d'intérêt. Ouais. Voilà. Quand tu as récupéré directement la donnée du client, finalement on est un petit peu dans le même du même côté, enfin dans le même sens. Il aurait pu entre guillemets trafiquer ses données. Alors ça, j'y crois pas trop. Par contre, la question de la fiabilité de la donnée, si c'est plus ou moins bien entretenu, on peut avoir un client A qui va très très bien entretenir sa station et faire des super données très fiables, un client B qui va jamais avoir fait attention et sa station elle dérive et au final il a 3 degrés d'écart. Donc on est obligé de passer par un tiers certificateur qui, alors là après je vais pas m'étendre parce qu'il y a plein de façons de certifier. Ça peut être de la statistique, ça peut être des gens qui vont sur le terrain, qui disent voilà, je vous garantis un étalonnage, une vérification de la station X par an. Mais voilà, nous on doit. Et donc c'est vous qui demandez à vos clients ou à vos partenaires plutôt générateurs de données que leur processus de production de données soit certifié ? Tout à fait. Soit on a le client qui a ses données, et on lui dit on renvoie les données vers le tiers certificateur, il nous dit je les certifie et il nous les renvoie. Soit c'est des fournisseurs de données, auquel cas c'est directement certifié. D'accord. Et ça, est-ce que vous avez déjà vu, Jennifer, Monsieur Sauvêtre, dans des cahiers des charges, des demandes pareil, qui seraient un peu de ce type-là, des exigences sur le niveau de qualité de données, sur le niveau de type d'outils, de vérification du paramétrage, de façon à ce que ça puisse faire prendre moins de risques à la filière ? Dans les cahiers des charges, c'est pas trop ça qui me préoccupe, moi. C'est plus puisque donc l'association nationale Pompoir, elle a une charte qualité des pomiculteurs de France avec un cahier des charges verger co-responsable labellisé, et donc ce sont les producteurs qui depuis 25 ans élaborent leur itinéraire technique, ont un système qualité qui va du verger jusqu'à l'expédition, et puis ensuite ont des éléments de démonstration qu'ils mettent en œuvre concrètement au verger de l'agroécologie. Donc et ça c'est reconnu par vos clients ? C'est contrôlé, c'est reconnu, c'est de plus en plus reconnu, et je pense qu'on continue de faire des progrès, et ça appartient aux producteurs. C'est vraiment leur itinéraire technique. Et notre souci, c'est toujours d'essayer d'éviter que tous les distributeurs aient chacun une petite idée en disant moi je voudrais bien me différencier, ça serait bien Gilda si tu pouvais sur ta Pinkedy me permettre si, et puis toi je te demande autre chose. Et donc finalement les pommes elles viennent du même verger, mais elles doivent satisfaire à un nombre incalculable de cahiers des charges qui finissent par faire des bêtises. C'est-à-dire que comme il n'y a pas une approche globale, cohérente et qui soit, si j'ose dire, assez pure, puisque là, la préoccupation, elle est marketing, elle nous amène à faire des bêtises. Donc, on essaie, donc c'est un débat permanent dans l'association de dire qu'est-ce qui relève de la compétition entre entreprises pour satisfaire le client en disant je suis plus beau que toi parce que je fais ça, et qu'est-ce qui finalement devient contre-productif, et pourquoi est-ce qu'on devrait garder avoir une limite en disant ça c'est du collectif, ça c'est de la différenciation. Qu'est-ce qui est le socle la différenciation c'est la couleur des pommes, la différenciation ouais. c'est le taux de sucre, la différenciation c'est le croquant, c'est ça la différenciation. Mais après savoir qu'à telle date j'aurais fait ci ou ça, il y a une sanction à la fin qui est on analyse le fruit, on voit s'il y a du sucre, on voit s'il y a des résidus, c'est ça la sanction. Mais l'itinéraire qui est quand même le plus important quand on est arboriculteur, il y a une cohérence. Moi je dis que notre rôle c'est d'avoir des producteurs qui suivent le chemin des crêtes, qui cherchent toujours à être à l'optimum de ce qui peut être fait à un moment donné. Et quelque part, les cahiers des charges nous amènent quelquefois à faire des zigzags, quoi. Et Jennifer, justement, M. Sauvette disait que, en gros, ce qui devrait être la différenciation, c'est que la qualité organoleptique.
Mais est-ce que, enfin, je raccourcis, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas des demandes de clients à l'export ou de la distribution pour des facteurs de différenciation qui seraient plutôt de l'ordre agro-environnemental, en disant, moi, ma pomme, elle a généré moins de carbone, moi, ma pomme, elle a généré plus de biodiversité, indépendamment du goût ou de la couleur ou de la qualité organoleptique de celle-ci? Bon, je vais essayer de répondre. C'est pas vraiment ma spécialité à Blue Whale, mais je pense que ça c'est surtout européen et franco-français à l'export. Au final, les exigences y sont, mais dépendent d'un référentiel commun que tout le monde connaît, qui est Global Gap. Il n'y a pas vraiment de grosses exigences hormis ça à l'export, quoi. Voilà. Ça, c'est tout ce qui va toucher à la performance environnementale, à notre impact positif, on va dire. Ça reste quand même très européen et franco-français. Après, Daniel répondra peut-être mieux que moi. Oui, mais du coup, parce que derrière ça, il y a de la donnée, encore une fois, pour justifier de tous Ouais. ces engagements, etc. J'imagine que pour les vergers éco-responsables, il faut générer des indicateurs à l'échelle nationale sur X tonnes de carbone évité, X... Jusqu'à maintenant, il sauvegardés. n'y a pas le carbone, mais ça fait déjà 3 ans qu'on a perçu qu'il fallait se préoccuper d'ajouter à cet itinéraire une préoccupation carbone de manière à pouvoir démontrer que l'itinéraire qui est choisi est non seulement conduit à la neutralité carbone, mais si possible capte du carbone et si possible permet de valoriser. Donc quelque part, avec cette démarche collective, l'idée c'est quand même d'avoir l'oreille fine et de voir à chaque fois qu'il est possible d'introduire ce qui est perçu comme un vrai plus, une vraie innovation, de l'intégrer. Et donc, on est au travail avec le CTFL, avec l'INRA, avec l'ADEME, pour arriver à labelliser un itinéraire qui soit capteur de carbone, bien entendu. Puisque, évidemment, dans le label, on achète la qualité du produit intrinsèque parce que les consommateurs, c'est ce qui va les faire se pâmer de bonheur. Mais il faut y ajouter en plus, quelque part, la garantie que derrière, il y a un arboriculteur qui fait bien son travail en termes agroécologiques. Donc tout ça, c'est compris dans le projet. Et ça, je pense qu'il y a aussi d'autres façons pour rendre compte du bon travail d'un agriculteur et d'un arboriculteur, au-delà de lui montrer au consommateur un indicateur un peu froid de stockage de carbone ou de biodiversité ou de qualité de l'eau ou quelconque indicateur d'analyse de cycle de vie qui n'est pas forcément toujours très appétant, sans mauvais jeu de mots, en termes marketing. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons? Et là, je me tourne vers toi, Jennifer. Transition. Gros appel du pied. Sur le travail réalisé dans le cadre de l'association Parlons Ferme, avec justement l'enjeu d'ouvrir les fermes via les réseaux sociaux. Déjà, il faut savoir que les consommateurs, ou on va dire plutôt de manière globale le grand public, a accès à de l'information. Donc l'information sous toutes les formes, réseaux sociaux, médias, peu importe le type d'information. Donc le fait de cette exigence de la gestion de la ressource, de l'impact des acteurs sur l'environnement, de cette séquestration de carbone, etc., il faut savoir que le grand public est quand même, pour la plupart des gens, éduqués face à ça, donc ils ont une exigence d'information. Donc nous, à travers Parlons Ferme, l'idée c'est de simplement de transmettre la réalité, parce que tout ça c'est travaillé, les agriculteurs en ont pleine conscience et dans leur quotidien ils sont en action. Donc l'idée est de manière très simple et très authentique, c'est de dire voilà, regardez ce que je fais, je vous le raconte, sans intermédiaire, sans déformation d'information, je m'adresse directement à vous. Et aujourd'hui, je pense que l'information, elle passe que si on a de la proximité avec la personne finale, qui est donc le consommateur ou le grand public. Et aujourd'hui, il y a une nécessité de prendre cet espace. On s'est encore posé la question dernièrement au sein de Blue Whale. Il faut être transparent, parce que la non-transparence entraîne vraiment des grosses conséquences, comme on peut le voir sur d'autres filières, comme la filière animale. Il faut vraiment pas avoir peur de dire ce qu'on fait et de l'expliquer. Et donc c'est l'objectif de cette association qui forme des arboriculteurs à la prise de parole sur les réseaux sociaux? En fait, former, pas vraiment, parce que j'ai pas cette compétence-là. C'est déjà juste d'aller les voir et leur dire osez le faire. C'est simplement ça. Ouvrez vos portes, vous êtes dans la maîtrise totale de ce que vous faites, racontez-le, tout simplement.
parce que la formation aujourd'hui, comment dire, le grand public ou les consommateurs sont touchés par des sentiments. De toute façon, l'émotion guide toutes les réactions, des fois aberrantes qu'on a. Nous, l'idée, c'est à travers cette émotion et de la sincérité, juste raconter un quotidien, tout simplement. Donc une communication, si ce n'est positive, à minima sincère. Positive et sincère et donc, authentique. Sincère et donc positive. Gilda, est-ce que ça a été un sujet aussi au sein de Pink Lady, j'imagine? Est-ce que c'est une stratégie marketing dans le bon sens du terme, sans que ce soit un mauvais mot, en tout cas j'emploie sans connotation. Est-ce que c'est un sujet aussi pour Pink Lady de raconter le quotidien d'arboriculteurs pour faire vivre la marque? Oui, clairement en fait. Juste pour donner un exemple, il y a un acteur américain en réponse à une rumeur qui le concernait a dit: si vous ne lisez pas les journaux, vous n'êtes pas informé, et si vous les lisez, vous êtes mal informé. Donc aujourd'hui, on est submergé par l'information. On n'est plus à l'échelle des journaux, on est à l'échelle des réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp. On est vraiment submergé par un flux d'informations où on est vraiment dans une course à donner l'information en premier et non pas une course à donner une information vraie. Donc là, notre responsabilité à l'échelle des filières, à l'échelle de ce que fait Parlons Ferme et à l'échelle de Pink et de la NPP qui recrute un community manager, et ça c'est bien, c'est vraiment de rétablir la vérité et de communiquer sur ce qui est vraiment mis en place dans les vergers et le quotidien des producteurs et les efforts qui sont mis en place, et inciter aussi le consommateur à aller au-delà de son écran, à venir visiter les vergers, à venir visiter les fermes pour voir ce qui se fait une réellement. Expérience digitale, croisant le numérique et le c'est physique. fondamental. Moi, j'ai eu des parents qui avaient une ferme et qui avaient un magasin de vente directe. Et aujourd'hui, les gens venaient, je pense, à 70% pour acheter ce qu'ils avaient à vendre, mais à 30% et même plus pour l'histoire qu'ils avaient racontée. Bio, pas bio, on n'était pas dans... C'est pas le débat. Non, et puis l'expérience de l'expérience l'échange avec les producteurs. Ils ont besoin d'être rassurés, Ouais. d'aller à la rencontre. Pour les trois, je continue le petit tour de table pour conclure. Vous avez en face de vous, et ici physiquement et à distance, une partie de l'écosystème agronumérique rassemblé. Est-ce que vous avez chacun un appel à faire auprès de cette communauté, Monsieur Sauvêtre? Juste avant de faire l'appel, juste pour rebondir sur Parlons Ferme, ça a été une des premières actions de la NPP, puisque la pomme, vous le savez, était un des produits les plus attaqués, et au début, on était dans la réaction. On se défendait, et puis on s'est rendu compte que c'était idiot, et qu'en fait, il fallait au contraire avoir notre propre agenda de communication, et il fallait raconter en permanence ce que nous faisions, mettre en avant. Et une des opérations qui a le mieux marché, c'est l'opération Verger ouvert. Donc c'est Parlons Ferme, c'est-à-dire que à l'automne, eh bien, on demande aux arboriculteurs, on a une grande opération, on mobilise la presse, les consommateurs, et puis les arboriculteurs reçoivent chez eux les consommateurs. On s'aperçoit que ça se passe toujours bien. C'est-à-dire que dès l'instant où il y a de l'humain, c'est-à-dire que dès l'instant où on voit l'arboriculteur et que on regarde comment il travaille, eh bien c'est de là que naît la confiance, et non pas de choses qui sont tout à fait froides et anonymes. Donc voilà, mais peut-être que c'est ça l'appel, c'est qu'il faut derrière le numérique, derrière toutes les technologies, il faut pas oublier, comme l'a dit Gildas, qu'il y a un cerveau, qu'il faut qu'il y ait de l'humain, il faut quelque part que ça ait du sens, quoi, et que rien ne remplacera la plante. C'est toujours le soleil, l'eau, un sol, voilà, et toutes les technologies ne feront pas que ça change, quoi. Donc soyons humbles et soyons réellement que tout ça soit bien au service à la fois des hommes, de la nature, des plantes, et ne perdons pas quelque part ce goût physique de la nature et des vraies réalités, quoi. Et tout le reste, c'est au service, mais c'est pas une solution en soi, quoi. Je m'arrêterai bien là, mais je veux quand même, parce que c'était quand même, c'est quand même un beau mot pour la fin. Désolé Vincent de te redonner la parole, mais voilà, je veux m'assurer qu'au moins vous puissiez toi aussi avoir l'opportunité de faire un appel à cette communauté, peut-être sur des sujets plus techniques. C'est pas grave si c'est un peu plus terre à terre, mais concrètement, toi demain, tu as une baguette magique, tu voudrais que le numérique te permette ou tu voudrais demander à des éditeurs de logiciels ou des fournisseurs, tes partenaires, de faire ça. Alors,
peut-être ça serait en conclusion qui fasse des outils utilisables pour les plus de 30 ans ou qui ait les yeux qui baissent un peu en acuité. Ça peut être... Mais au-delà de la blague, il y a probablement ça un peut vrai être sujet. un élément. Mais j'ai même, alors, plus qu'on est dans la blague, je souffre pas, mais j'ai de la dyschromatopsie mineure, donc je suis pas daltonien, mais j'ai quelques couleurs qui s'éraillent. Et justement, en termes de couleurs OAD ou de seuil d'alerte mis par un opérateur pour justement déclencher, donner des informations et déclencher des résultats, avait mis des couleurs que je voyais mal. Donc j'ai prêché pour les dyschromatopes mineurs et du coup ils ont convenu qu'effectivement il y avait un effort à faire et du coup ils ont changé leur charte de couleurs. J'ai plus besoin de réfléchir quand je vois le graphique et du coup c'est très bien. Donc je pense que d'être à l'écoute des utilisateurs c'est pas mal. Bon, ça c'était sur la petite oui, mais le message d'être à l'écoute des utilisateurs, il est probablement assez fondamental. Jean-Baptiste, le mot de la fin pour AXA Climate. Du coup, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Quel est l'appel que lance Jean-Baptiste Ornon, ingénieur agro chez AXA Climate? Je dirais peut-être soyez plus systémique en fait. Systémique pour les données, pour voir un peu tous les types de données. Là, nous, on n'est pas braqué sur une station. On va voir la télédétection, on va voir les rendements, on va voir plein de choses. Que toutes ces données-là existent et qu'elles soient plus intercomparables les unes les autres, interopérables, excusez-moi, les unes les autres. Et pour le monde des producteurs, plus systémique aussi, quand on réfléchit au risque, se dire que c'est pas que l'assurance ou que la protection ou que l'étude de risque, c'est tout qui va ensemble, les choses sont complémentaires. Et par rapport à ça, excusez-moi, j'ai perdu le fil. C'est moche pour la fin. Mais c'était déjà pas mal comme appel d'être plus systémique. C'est un mot-clé plutôt bon à garder. Tout à fait. Bon, c'est pas grave, je vais en rester là, je suis désolé. C'est vraiment voir toutes ces facettes. Aussi au niveau de vos pratiques, c'était ça la dernière chose. Il y a beaucoup de choses qui vont les unes avec les autres. Vous m'avez demandé pourquoi la lentille alors qu'on va prendre un risque fou. Parce que ça va protéger sur d'autres parties. Sur le cycle. Pourquoi travailler le sol en interrang? Parce que peut-être pour la qualité du sol derrière. Qui dit qualité du sol dit protection, mieux stocker de l'eau dans le sol. On parle aussi du carbone, ça va avec la matière organique dans le sol. Il y a aussi les crédits carbone qui vont arriver et qui arrivent. Tout est imbriqué les unes dans les autres, que ce soit vos risques et les façons de les protéger. Merci à tous les 5 pour cet échange sincère, transparent, positif. On a compris qu'il était un des sujets de la communication à déployer largement sur les réseaux sociaux pour mieux faire connaître l'arboriculture et ses engagements. Merci à tous les 5 que vous pouvez du coup applaudir.